Bonjour, aujourd'hui c'est le morceau de résistance, la culmination du feu d'artifice, le bouquet final, mais final ouvert, n'est-ce pas, sur la relation. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un historique de cette notion dans la philosophie, très schématique, très réduit. Mais dites-vous bien que la relation, elle est là dès que l'on parle dans quelque langue que ce soit, n'est-ce pas? Parce que quand vous dites ceci est cela, vous mettez en relation, ça, techniquement parlant, ça s'appelle en philosophie une prédication. Vous mettez un prédicat, un sujet, en relation avec une qualité, n'est-ce pas? Donc, ça, même en Amazonie, dans les langues des tribus, ils le font. Ils doivent le faire pour comprendre et un peu maîtriser le monde qui les entoure, pour se pousser à l'action, etc. Alors, Aristote, je vais mettre ça au tableau. Donc, chez Aristote, vous avez l'être, et puis vous avez ici les qualités, les catégories, les modes de l'être. Et on peut dire tout de suite que ce sont des étangs, parce que ce sont des choses qu'on voit, qui sont dans le monde. Et il y en a 10. La substance, la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, la possession, l'action, la passion, c'est-à-dire, ça c'est la passion, non pas au sens courant, mais la passion c'est ce que l'être subit, n'est-ce pas? Si vous passez en revue ces catégories, vous vous apercevez tout de suite, c'est simple, que je peux à peu près tout dire sur, pour reprendre l'exemple que j'avais utilisé, sur la table, n'est-ce pas? La table est ici, etc., est en formica ou une matière inconnue, je ne sais pas, etc., etc. Donc vous pouvez détailler la table. Alors, il y a là deux mots dont Glissant va faire les opérateurs d'une révolution philosophique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va dire, comme nous sortons de l'être, ce qu'il va mettre à la place de l'être, c'est la relation. C'est une notion, donc, par comparaison à Aristote, il va mettre en premier lieu la relation. Et il va mettre la relation entre des étangs et non des êtres. Et au cours du temps, cette notion devient le maître mot de sa pensée, dont tous les autres dérivent. On peut y ajouter tout monde, mais disons, la relation c'est le processus, le tout monde c'est le résultat, n'est-ce pas? C'est la résultante. Et ces deux notions comprennent toutes les autres que Glissant utilise dans son œuvre. Alors, ceci n'avait jamais été pensé dans l'histoire de la philosophie. Je me rappelle au moment de l'apparition de la poétique de la relation, Glissant m'avait dit, Deleuze m'a écrit et il m'a dit que ça n'avait jamais été fait. Donc j'étais un peu abasourdi, n'est-ce pas? Donc il avait la caution de Deleuze
Et en y réfléchissant, Deleuze, évidemment, avait raison. Ça n'avait jamais été fait en philosophie. Donc il est le seul philosophe qui est poète qui ait mis la relation en premier. Il y en a un autre, mais très obscur au Moyen-Âge, qui s'appelle Durand de Saint-Pourçain. Un esprit quasi-hérétique, tout à fait effacé de l'histoire de la philosophie, mais qui a dit ceci: la relation est un mode de l'être. Et ça, évidemment, c'était quoi? C'était contre saint Thomas, le penseur, la philosophie officielle de l'Église catholique, qui pensait en termes aristotéliciens, puisque saint Thomas accommode la pensée païenne d'Aristote au christianisme. Donc la relation n'est plus une qualité qui s'ajoute à l'être, comme chez Aristote, n'est-ce pas? Vous avez l'être et puis tout ça. C'est pas essentiel à l'être, c'est un ajout qui permet de mieux le cerner, le définir. Et vous avez évidemment ici l'abstraction et ici le concret. Voilà. Alors, la relation n'a pas un statut d'abstraction. Elle a un statut de... Enfin, je vais épeler, en fait, les modes d'être de la relation, mais ça n'est pas une catégorie ou un principe premier. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, la relation est un mode de l'être pour ce Durand de Saint-Pourçain. Non pas une qualité qui s'ajoute. Il dit, il y a quelque chose dans l'être, c'est très très beau ça, qu'il ait pensé ça, esse ad alium, être vers l'autre, être pour l'autre. Ça lui a valu pas mal d'ennuis avec les docteurs officiels de l'Église, comme ça vaut pas mal d'ennuis à Glissant d'être un philosophe, mais qui pense au-delà de l'horizon disons, habituel de la philosophie. Alors, pour éclairer la relation, je vais vous mettre au tableau ce que j'appelle le logion de la relation. Le logion de la relation, c'est en quelque sorte l'énoncé fondamental c'est tiré du vocabulaire des pères de l'Église quand ils commencent à regarder l'Écriture, n'est-ce pas? Il y a des choses qui reviennent et qui sont stables et qui s'interprètent d'elles-mêmes. Or, chez Édouard Glissant, d'ailleurs aussi chez Lacan, n'est-ce pas, il y a des logia, il y a un logion de la relation qui s'interprète lui-même, mais vous verrez qu'au contraire des logias de l'Écriture sainte, il n'est pas absolument stable. Il subit un nombre assez grand de définitions à partir d'un noyau central que je vais mettre au tableau, qui, lui, reste toujours fixe. Donc, je vous mets d'abord les points d'ancrage. Il y en a deux. Et la quantité réalisée. Et puis on a un autre. Sans exception aucune. Donc, renvoyant à l'image de la notion de totalité que nous avons visitée hier. Alors, premier énoncé, relation. La relation
est la quantité réalisée de quoi? Et maintenant, vous pouvez comprendre, si vous avez bien suivi, le texte, c'est clair, n'est-ce pas? Au lieu d'être cette espèce d'énigme indéchiffrable, j'essaie de vous montrer que, non, non, ça peut être lu, n'est-ce pas? Et ça peut être compris. De tous les étangs, sans exception aucune. C'est-à-dire, et ça vous avez la notion ici qu'on a vue hier, le tout monde, tout ce qui est dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, non seulement spatialement, mais aussi temporellement. Ce sont les étangs passés de l'histoire, de l'archéologie, des cultures qui ont disparu, etc. Ce sont les étangs présents de notre état du monde tel qu'il est maintenant, et ce sont les étangs à venir dont nous devinons, mais nous ne connaissons pas encore la figure exacte. D'accord? Alors, sur ces ancrages stables, les mots varient. Il va dire, donc il fait des séries de variations sur la définition, et puis à chaque fois vous comprenez, tiens, ah oui, on peut dire ça, du tout monde. Le tout monde est la quantité réalisée de tous les étangs. La mondialité on pourrait même ajouter la créolisation. Et alors, il ajoute aussi ici de tous les détails. En effet, un étang est un détail, n'est-ce pas? Cette table est un détail. Une fleur est un détail. Le rocher du diamant est un détail réel, n'est-ce pas? Vous m'arrêtez si je ne suis pas clair. De toutes les différences cela aussi est logique. Un détail, même s'il est double d'un autre détail, ça n'est pas le même, vous voyez. Donc, il est différent. Alors, une fois qu'on a mis la main sur le logion, il faut commencer à le penser. Vous remarquez que, par rapport à Aristote, on est sorti du monde des qualités ajoutées à l'être. Et on est entré dans quelque chose qui est une matérialité, puisque c'est une quantité. Bon, c'est simplet, ça, n'est-ce pas? Quand on voit le mot quantité, on doit penser forcément à un objet matériel dans le monde. Que ça soit un homme, une femme, ou une chaise, ou n'importe quoi. Alors, quand certains critiques disent la philosophie d'Édouard Glissant, c'est de l'idéalisme vague et fumeux, ça veut dire qu'ils n'ont pas lu, parce que c'est là. Il suffisait d'ouvrir les yeux pour vous dire, ah mais par le mot quantité, nous entrons dans le monde matériel et nous sortons de tout idéalisme, qu'il soit venu de Kant ou même d'Hegel, n'est-ce pas, etc., etc., pour entrer dans une, comme je vous l'avais dit, une ontique, une pragmatique qui prend en compte les choses matérielles et qui dialogue avec à partir de la matérialité des mots, car ils sont aussi matériels, avec le matériel du monde. Nous sortons aussi de l'abstraction philosophique qui pointe l'oreille des Socrates, bien sûr, quand la philosophie commence à penser aux moyens de son développement et à la rectitude de ses procédures qui
se prolonge évidemment avec Aristote, et puis une immense descendance en Europe qui dure 2500 ans. Et nous revenons, si vous m'avez bien suivi, évidemment, à ces premiers penseurs, Parménide, Héraclite, présocratique, qui pensaient, non la pensée, mais qui entendaient penser le monde. C'est pour ça qu'ils reviennent chez Glissant, bien entendu. Alors, je vais passer en revue deux ou trois choses que Glissant a dites à propos de la relation, mais il faut vous comprenez qu'elle ne fonctionne pas dans sa pensée comme la prédication classique, ceci et cela. Socrate est un homme, n'est-ce pas? La relation est une dynamique, ça n'est pas une fixité. C'est une dynamique qui c'est une dynamique qui a en elle-même le changement et donc la promesse du futur, y compris les négativités de ce futur. Donc elle n'est pas qualité, mais elle est quantité. Elle n'est pas qualité abstraite, idéale, elle est quantité matérielle. Alors, les temps, je vous cite un passage de la Cohée du Lamentin, et si vous commencez cette navigation énorme, comme je l'ai fait pour comprendre Glissant, vous verrez que vous vous retrouverez, vous serez en terra firma, vous aurez les pieds sur la terre ferme, parce que vous retrouvez ces choses redites, répétées, variées dans toute l'œuvre. Donc, où est ma citation? Ah oui, Gilles Deleuze est cité dans l'anthologie du Tout-Monde, et il y a un passage très important pour que je vous montre la parenté entre Deleuze et Guattari, qui étaient de bons amis de Glissant, et sa propre pensée. Alors, il cite un passage d'un ouvrage de Gilles Deleuze qui s'appelle Le Pli, Leibniz et le baroque, et Deleuze écrit ceci: la prédication n'est pas une attribution, c'est-à-dire elle ne fonctionne pas selon le mode de ceci et cela. Le prédicat, c'est l'exécution du voyage, un acte, un mouvement, un changement, et non pas l'état du voyageant. Le prédicat, c'est la proposition même. Donc, vous voyez que Deleuze déjà bouscule aussi et met en mouvement en anglais on dit statement, ces prédications qui ont l'air d'une fixité immobile, n'est-ce pas? Et pas plus que je ne peux réduire je voyage à je suis voyageant, je ne peux réduire je pense à je suis pensant. La pensée n'étant pas un attribut constant, mais un prédicat comme passage incessant d'une pensée à une autre. Ça décrit assez bien le mouvement même de la pensée glissantienne. Alors, on m'a reproché, parmi d'autres choses, de n'avoir pas assez parlé de Deleuze et de Guattari dans mon livre. Et ce qui est fait d'une manière classique, c'est toujours de voir l'influence de Deleuze sur Glissant. Moi, je pense qu'il s'agit tout du contraire, c'est que Glissant a éveillé en Deleuze des choses qui lui sont dues, en fait. Parce que quand vous regardez la notion de relation, elle apparaît très très tôt dans l'œuvre, elle apparaît dans l'intention poétique, n'est-ce pas? Et elle est déjà il commence déjà à la penser sous les modes qu'il va préciser après, donc en 1969. Donc je pense, il y a certainement influence, mais au moins il faut dire qu'elle est réciproque, n'est-ce pas? Les influences ne sont jamais à sens unique. Je vous donne maintenant un exemple tiré de la Cohée du Lamentin,
Donc ça devrait vous toucher, mes chers Martiniquais, parce que c'est pas très loin, n'est-ce pas? Et c'est un lieu concret. Glissant écrit « Les paysages comme catégorie de l'étang ». Donc vous vous dites « Mais je n'y comprends rien ». Mais si maintenant, si vous ne comprenez pas, c'est de ma faute, parce que je vous ai tout expliqué. Mais il est des présciences qui tournent un paysage en nous et hors de nous, ici et là, hier et maintenant et demain, à la semblance de ceci ou de cela. Ce sont alors en nous ces catégories de l'étang qui défont et refont les variétés du réel. Et là, on sort définitivement dans un tel passage de toute la pensée de l'être telle que l'a articulée la philosophie européenne. Alors, si je reprends le mot différence dans la définition, alors là, évidemment, il y a encore un héritage philosophique absolument énorme qu'il est impossible de résumer. Je fais donc encore un TGV culturel pour vous essayer de vous faire saisir la chose, si vous voulez. En général, la pensée de la différence, elle s'ancre sur un point fixe qui est l'identité, n'est-ce pas? C'est le cas chez Hegel, que je vous avais mis dès le premier jour, la dialectique moi, toi, nous, n'est-ce pas? Le moi, c'est l'ancrage, le point fixe. Hegel suppose qu'il est entièrement connaissable. Donc Freud et Lacan diront mais attention, la base même de la démarche de Hegel, elle élimine l'inconscient, mais c'est comme ça qu'il pense. C'est ce qu'il appelle la Selbstbewusstsein, la conscience de soi totale. Et ça, c'est le premier plan à partir duquel on va penser la différence. Et à partir duquel on va penser la synthèse, moi et toi, nous. Alors, ceci, chez Glissant, est remis en cause, n'est-ce pas? Il n'y a pas ce point fixe du moi. Et vous pouvez voir qu'il rejette en fait la grande égophanie du moi dans l'Occident, qui est évidemment partie du romantisme, n'est-ce pas? Hegel avait aussi beaucoup de mépris pour le romantique, mais c'est un mépris ou, disons, une distance que Glissant partage. Il faut dépasser sa petite singularité pour entrer dans le monde. Regardez ce qu'il dit de l'identité. Donc l'identité elle-même n'est pas stable, l'identité elle-même est composite, elle est le résultat d'une digenèse. Ceci est évident même au niveau de la biologie, n'est-ce pas? C'est clair. L'identité, ça c'est dans la poétique de la relation, à la page 155. Maintenant je commence à citer mes pages parce comme bons érudits académiques, vous voulez les références. L'identité n'est plus seulement permanence, elle est capacité de variation, oui, une variable maîtrisée ou affolée. N'est-ce pas? Elle n'est pas stable. Nous pensons qu'elle est stable. Nous pensons avoir les pieds sur terre et être sûrs de ce que nous sommes, mais tel n'est pas le cas. D'ailleurs, Freud nous l'avait déjà dit, attention, vous ne pensez qu'en partie ce que vous êtes. Ce que Lacan résume en parodiant Descartes, soit je pense, soit je suis. N'est-ce pas? La pensée est là pour enfumer ce que vous êtes. Donc vous êtes divisé, vous êtes digénétique de toute façon en psychanalyse ou chez Glissant.
Donc, Glissant ouvre là. Alors, ça, j'ai pas eu le temps de mener à fond ce projet parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire qui seraient très utiles. Nous sommes là dans un autre de la pensée. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose que Glissant a promu. Il y a la pensée, et puis avec un grand A, il y a un autre de la pensée. Quelque chose qui n'est pas dans la pensée. Et ici, il y a un autre de la pensée de l'identité, qui est, à mon sens, je n'ai fait qu'effleurer le problème, un territoire en friche qui reste à explorer pratiquement intégralement. Je vous cite une nouvelle région du monde, parce que quand vous commencez dans ces questions d'identité, c'est toujours le même et l'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire un déguisement pour dire moi et toi. Et toi, tu n'es pas la même chose que moi, ou peut-être tu me ressembles par projection, ou peut-être que je te ressemble par identification, mais c'est toujours ça qui vient tout de suite à l'esprit. Je vous avais dit, mes étudiants au séminaire que j'avais donné chez Glissant, qui disaient la relation. La relation, c'est moi et toi, tu vois. Il ne s'agit pas du tout de ça. On est dans une pensée tout à fait différente. Je cite une nouvelle région du monde, page 103. Ce n'est pas le même et l'autre, ni le raccord qui tisse la relation, c'est le différent qui anime les sauts et les rebonds du tout-monde et permet que soit le même et l'autre. Donc avant le même et l'autre, il y a de la différence, il y a un composite, n'est-ce pas? Ça change tout. Ça change tout. En fait, ça change notre rapport au monde, à la politique aussi, etc. Alors, le différent, dit Glissant quelque part, c'est la force du devenir. Et je ne sais pas si j'ai bien, je ne me rappelle plus en fait, si j'ai bien expliqué que la différence chez Édouard Glissant, je le reprendrai dans la conférence de mardi, c'est tout à fait différent de ce qui s'annonce comme différence dans la pensée moderne. Chez Saussure, la différence, elle s'établit dans le signifiant. Elle n'est pas substantielle, elle est vide. C'est un fonctionnement d'opposition sans substance, n'est-ce pas? Et c'est ce que reprend à Saussure Derrida, qui... Derrida ne se concentre pas sur le réel, n'est-ce pas? Il se concentre uniquement sur les jeux du signifiant et du signifié. C'est d'ailleurs quelque chose qui remet en cause sa philosophie, même au centre. C'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien que quand Glissant s'est trouvé à discuter avec Derrida et avec Jean-Luc Nancy qu'il a insulté, Derrida est sorti de la salle. Et Valerio Adami, dans la conférence la causerie que j'ai déjà citée, a dit « Oui, mais vous savez, pour Derrida, la créolisation, c'est quand même un peu difficile à comprendre. » Alors, il est parti parce qu'effectivement, la différence chez Glissant, ça n'est pas ce jeu du signifiant calculable, abstrait, déterminant, bien sûr, mais sans aucune matière, sans aucune substance. La différence chez Glissant, c'est quelque chose qui est une pleine différence. Il y a quelque chose. On le voit tout de suite quand vous regardez la liste ici, n'est-ce pas? La différence, c'est la différence des êtres entre eux, c'est la différence des détails entre eux. C'est clair, il faut la comprendre, non dans un sens derridien ou saussurien, mais dans un sens que j'appellerais glissantien, où peut-être c'est même le sens commun, n'est-ce pas? C'est que, insidieusement, il rejoint le sens commun où on sait très très bien que la différence n'est pas seulement un jeu de signifiants vides. Question.
Bon, une citation pour éclairer la question de la différence. Nouvelle région du monde, page 99. La plupart des pensées de la différence ont estimé celle-ci comme juste ce qui sépare, l'écart, et ce qui au départ convie, le rapport ou l'alliance, et peut-être ce qui relie et relate aussi la relation. Donc ici, ça c'est la différence. Ce n'est pas la plupart du tout des pensées, contrairement à ce qu'ils disent, c'est la différence glissantienne qui est pleine. Il en est ainsi chez Ségalen, l'un des plus généreux fondateurs de la différence, et chez Deleuze, le diffuseur imperceptible. Les différences n'auraient pu jouer ce jeu de tractation-attraction si elles n'étaient pas elles-mêmes et d'abord des réalités vives et changeantes et préservées du tic-tac morne de la machine. Le tic-tac morne de la machine, c'est celui de Saussure, c'est celui de Derrida, n'est-ce pas? C'est en partie celui de Lacan qui va remplir la différence de sens, mais ailleurs à partir de l'inconscient. Mon ami Jacques Courcil, dans un article qui est tout à fait fondateur et remarquable, écrit « La relation n'a pas d'extérieur ». Ça peut paraître un énoncé un peu incompréhensible, mais en fait, il est tout à fait clair. Si la différence, c'est un autre nom pour le tout-monde, tout y est, n'est-ce pas? Tout y était et tout y sera. Donc, il n'y a pas d'extériorité. C'est pensée hardie, n'est-ce pas? Enveloppante, englobante, alors que d'habitude, la pensée, comment elle fonctionne? Par exclusion. Bien sûr. Je vous donne l'exemple de Saussure. Il dit, écoutez, je fonde la linguistique moderne, eh bien, je dois écarter de tout cela, de ce geste inaugural, ceci et cela, ça ne fera pas partie de mon sujet. La linguistique historique, c'est une autre chose, je la connais très bien, mais ce n'est pas la linguistique structurale. Pas. Et tous les champs du savoir fonctionnent ainsi. Donc, on est au-delà des savoirs distincts, précis, etc., qui restent toujours valables, bien sûr. Il ne s'agit pas de les rejeter. Et on entre dans une pensée qui les intègre tous dans une immense unification et une diversification et une immense multiplicité où les différences vont jouer et se mettre en relation. D'accord ? Excusez-moi. Oui. Les différents types de linguistique existants. Oui. Est-ce que vous pouvez... Écoutez, ça serait, je ne veux pas vous décevoir, mais ça serait vraiment sortir énormément du sujet, ça prendrait beaucoup de temps. Simplement, je me réfère ici au fondateur de la linguistique scientifique. Je pense que l'exemple suffit. Vous pourrez d'ailleurs aller voir chez Hemslev, chez les successeurs, etc., cette notion de différence insubstantielle du signifiant, vous la retrouverez chaque fois épousée, n'est-ce pas? Elle ne va pas varier. Hein? Ok, tout va bien? Bon. J'aime bien quand tout va bien. Alors, donc, maintenant on peut mettre pas des logions, mais des dérivés du logion au tableau. Et ils ne sont pas hiérarchisés, ils ne sont pas ordonnés par importance, donc ils coexistent pour affiner la définition de la relation. La relation grand R n'a pas d'extérieur.
j'arrive aussi. On peut dire, chez les présocratiques, la relation de la pensée au monde n'avait pas d'extérieur. Héraclite est englobant. À partir de, toujours, Socrate, la pensée se détache du monde. Elle réfléchit sur elle-même. 2. La relation n'a pas d'exemple. Ça, c'est un point d'accrochage pour tous les intervieweurs. Parce que quand Glissant commence à parler, à poétiser, etc., il y a toujours quelqu'un, ou celui qui le questionne, qui dit vous avez un exemple mais c'est régulier, bien sûr. Vous pouvez me montrer où ça s'applique, ceci, etc. Or, bon, une première chose, puisque la relation est un processus vivant, elle n'a pas une application, n'est-ce pas? Il n'y a pas une méthode et une application, ou une règle, une pensée et un exemple qui la conforte. Ça ne marche pas comme ça. Donc, principalement, elle n'a pas d'exemple. En relation avec ça, il dit aussi, la relation n'a pas besoin d'être prouvée. Alors, je vais vous donner quelques citations. La relation est faite de toutes les différences dans le monde et nous devrions n'en omettre aucune, même la plus minime. Vous voyez, ça c'est exactement ce que j'ai mis au tableau. C'est la même chose, avec des variations. C'est comme une symphonie avec des motifs qui se répètent. Si vous oubliez la plus petite des différences du monde, la relation n'est plus la relation. Que faisons-nous lorsque nous croyons cela? Nous remettons en question formellement l'idée de l'universel. Donc, la relation n'est pas un universel, n'est-ce pas? Au sens abstrait du terme. Un universel, c'est toujours quelque chose qui est tellement général qu'il doit être nécessairement abstrait. Et comme dit mon ami Jean-Claude Milner, un grand philosophe, il dit l'universel, c'est là pour fermer la bouche aux opposants ou fermer la discussion. On ne peut plus rien en dire. L'universel est une sublimation, une abstraction qui nous permet d'oublier les petites différences. Nous dérivons vers l'universel et nous oublions ces petites différences, et la relation est magnifique parce qu'elle ne nous permet pas de faire cela. Il n'y a pas de relation faite de grandes différences. La relation est totale, sinon elle n'est pas relation. C'est pourquoi je préfère la notion de relation à celle de l'universel. Je pense que vous êtes maintenant, enfin j'espère, sinon j'ai raté, je suis un mauvais pédagogue, que vous êtes en mesure de comprendre tous les mots de ce qu'il dit ici, n'est-ce pas? Alors, vous avez donc ces notions d'universel écartées, la notion de totalité qui vient en place, mais non comme un universel. C'est une totalité qui considère toutes les petites différences du monde. Oui. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est une interview qu'il a réalisée avec Manthya Diawara. Et c'est à la page 58. Je pourrais vous donner à la fin du séminaire la référence plus exacte. Comment? La page de mon livre 227. Enfin, oui, c'est plus pratique. Mais ça vous oblige à la voir. Encore une remarque sur la totalité de la relation.
Dans la mesure, alors ça c'est Poétique de la relation, page 39 à 40. Dans la mesure où notre conscience de la relation est totale, c'est-à-dire immédiate, donc on est dans l'immanence, on n'est pas dans la transcendance, et on est dans le matérialisme des états, et non pas dans l'idéalisme de l'être, et portant immédiatement sur la totalité réalisable du monde. Donc il n'a pas dit la totalité réalisée, parce que la relation, elle couvre son avant, n'est-ce pas? Elle couvre son futur. Donc, c'est réalisé, réalisant maintenant et réalisable après. Nous n'avons plus besoin, quand nous évoquons une poétique de la relation, d'ajouter relation entre quoi et quoi. Donc, ça, c'est la question qui lui est toujours posée. Vous dites relation, mais entre quoi et quoi? Puisque la relation n'est pas un prédicat, elle ne peut pas fonctionner comme relation entre quoi et quoi. Elle est trop globale, elle est trop totale, et en même temps, elle est trop singulière. C'est d'une complexité magnifique, à mon avis. Elle est trop singulière puisqu'elle unit ensemble de petits détails, n'est-ce pas? C'est pourquoi le mot français « relation », qui fonctionne un peu à la manière d'un verbe intransitif, ne saurait répondre, par exemple, au terme anglais « relationship ». Oui, ça, c'est le problème de la traduction, qui est encore un tout autre problème, mais il a raison de le souligner, parce que « relationship », ça sera toujours quelque chose de concret, de matériel, « between this and that », entre ceci et cela. Donc, en gros, si vous voulez, si elle est totale, il n'est point besoin de la fractionner ou de la fragmenter en exemples. Les fragments seront en fait les détails, les différents, etc. Bon. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a dit, évidemment, à ma grande surprise et à ma grande incompréhension, dans les entretiens de Bâton Rouge, et qui est devenu le titre d'un de mes chapitres du chapitre où je décris la relation. On ne nomme pas la relation. Pourquoi ? Alors, je vous donne la citation, Entretien de Bâton Rouge, page 102. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on nomme la relation? On ne nomme pas la relation inextricablement parce qu'elle est innommable. Évidemment, ici, dans la salle, et tout le monde dit, mais est-ce que vous rendez compte que vous n'avez pas répondu à la question, monsieur Glissant, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle innommable? Elle est innommable parce qu'elle est imprévisible. Nulle part il ne s'agirait d'en arriver au principe même de la réalité de la relation mondiale, ce serait là un vain projet. Donc, la relation n'est pas un principe fixe, la relation englobe au fur et à mesure tous les détails et tous les exemples qui peuvent se présenter. Le projet est vain de décrire sa réalité ou ses exemples. Et comment s'explique de nouveau ce paradoxe, cette tautologie? On ne nomme pas la relation parce qu'elle est innommable. Eh bien, c'est toujours cette histoire de deux temps. Elle n'est pas nommée. Pourquoi? Parce que dans le futur, elle va apparaître de nouveau encore avec des variations. Et moi, Édouard Glissant, je ne veux pas lui donner cette fixité où elle fonctionnerait comme une espèce d'utopie où tout serait classé et tout serait rangé. C'est cette notion qu'il reprend sans cesse d'imprévisible, ou par un mot qu'il invente, imprédictible, c'est-à-dire ce que
ce que l'on ne peut pas encore voir, ce qu'on ne peut pas encore dire, imprédictible, et donc ainsi la relation reste ouverte à un futur dont on ne voit pas encore la figure. Donc ça fait partie de tout le dynamisme de cette pensée qui est, comme je vous l'ai dit hier, la pensée du vivant, n'est-ce pas? Ce qui croit, mais ce qui croit qui va croître d'une façon qu'on n'a pas encore envisagée. Il est clair, bon, je vais quand même donner un exemple. Il est clair que ni les maîtres, ni les esclaves engagés de part et d'autre dans le processus de la traite n'ont pu prévoir les développements extraordinaires, le développement du créole et le développement culturel extraordinaire que cette négativité atroce a engendré, n'est-ce pas? Mais c'est l'exemple premier pour Glissant. C'est-à-dire, tout à coup, les cultures se frottent sous un mode tragique, bien sûr, ou sous un mode horrible, mais de ce processus sortent des fleurs, de ce fumier de l'histoire, si vous voulez, poussent des fleurs imprévues. Le jazz, le gospel, le créole, les cultures caribéennes, etc., etc. La liste est longue, et c'est une liste de positivité. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez redonner la référence pour Courcil, s'il vous plaît? Jacques Courcil. Oui, Jacques Courcil. En ligne, c'est en ligne. Poétique, c'est dans un recueil qui a été édité à partir d'un colloque qui a été fait à New York, qui s'appelle Poétique d'Édouard Glissant. Vous trouvez, ce sera pratiquement immédiatement en ligne. Vous tapez Courcil et vous... C'était juste pour aller dans les bords pour voir. Ouais. Donc il est sur l'Internet. Bon. Quatrième. Mon Dieu, que ces énoncés sont ennuyeux pour qui essaye de les penser. Vous voyez ce que ça peut provoquer. On va dire, bon, c'est un fumiste, inutile de lire plus loin. Ou alors on se dit, bon, il a quand même consacré sa vie à ça, il y a peut-être quelque chose de sérieux là-dedans. Comment est-ce que je vais comprendre ça? Il faut y mettre du sien, comme je l'ai dit. Je cite donc, et c'est encore les entretiens de Bâton Rouge. Dans les littératures occidentales, on a toujours essayé de procéder par une plongée en profondeur, jusqu'au réel, jusqu'au vrai du réel. Dans la perspective de ce que j'appelle la relation mondiale, cette attitude, cette option, cette préoccupation tombe parce que la relation n'a pas de principe de réalité, elle n'a que des principes de relation. Donc on semble tourner encore dans la tautologie et une pensée un serpent qui se mord la queue jusqu'à la disparition. Ça veut dire que la relation n'a pas, si vous voulez, une cartographie de principes qu'on pourrait énoncer en bon ordre et puis, encore une fois, qu'on va appliquer, n'est-ce pas? La relation se définit comme relation par la relation
parce qu'elle est changeante, elle est vivante, n'est-ce pas? Elle n'est plus dans la catégorie de l'être. Elle est dans la catégorie de l'étant, elle met en relation les étangs, et c'est là son principe. Alors, et ça c'est directement lié à ce que je viens de dire, ça va peut-être l'éclairer d'une façon plus précise. La relation n'a pas de principe premier. Principe premier, on pense tout de suite à la philosophie. Quel est le principe premier de la philosophie? C'est l'être. Principe premier, il l'appelle ainsi, le primum mobile, ce qui déclenche tout de la religion, c'est Dieu, n'est-ce pas? D'où tout découle. Mais la relation, c'est pas un principe, et c'est pas quelque chose qui s'oppose idéalement en premier, mais c'est une pratique qui apparaît dès que nous vivons dans le monde. Donc, il n'y a pas ce qu'on voit dans toute la philosophie, les éléments premiers. On peut faire, il y a des livres qui s'appellent ainsi, éléments premiers chez Hegel. On peut les cataloguer, on peut les organiser. Si on est dans la logique ou la pensée de la relation, il est impossible de dire voici le principe premier. Pourquoi? Parce que tout à coup vous introduisez une hiérarchie avec premier ou primaire et secondaire, ce que Glissant ne veut pas, n'est-ce pas? Parce que la relation, alors ça je vous le dis, c'est une relation d'égalité entre deux choses. Ça n'est pas une relation, ça n'est pas l'affirmation d'une supériorité quelle qu'elle soit. Et ça pose aussi, ça a une conséquence très importante, n'est-ce pas? Si vous êtes dans l'esprit de la relation et que l'autre ne vous accorde pas la réciproque, dans ce cas-là, la relation est détruite. Il faut que l'autre aussi vous donne le cadeau, le don de la relation. Donc, c'est Poétique de la relation, page 175. Il n'intervient pas d'élément premier dans la relation. Pourquoi? L'explication, elle est claire et nette. Tout élément premier convoquerait l'ombre de l'être. N'est-ce pas? Donc, dès que vous posez un élément premier, vous, en philosophie, vous posez qu'il y a un être, et après cet être premier, il y a toutes ces dérivations, comme chez Aristote, comme je vous l'ai montré, les catégories ou les modes de l'être, n'est-ce pas? Et ceci est hiérarchisé, n'est-ce pas? Il y a d'abord l'être, et chez Heidegger, c'est tout à fait la même chose. Il n'y a pas de raison qu'il s'écarte de cette philosophie. Il y a l'être, et puis il y a les étangs. Chez Heidegger, les étangs sont secondaires, ils recouvrent l'être, il faut creuser au-delà des étangs pour retrouver l'être. C'est ce procès qu'il appelle, d'un nom grec, aletheia, le découvrement. Or, ce mot aletheia en grec, c'est le nom de la vérité. Alors, ce que veut faire Heidegger, le projet d'Heidegger, c'est remonter à ces présocratiques et puis nettoyer, n'est-ce pas, de tout ce qui est secondaire, pour effectivement arriver au roc d'un principe solide et premier. Ça n'est pas le cas de l'opération de la relation. Encore une petite précision, et vous allez comprendre, je pense, c'est clair, pour moi c'est clair.
C'est devenu clair à la suite d'un long travail. J'ai pensé que je finirais jamais. Poétique de la relation, page 188. La relation ne peut pas être prouvée parce que sa totalité n'est pas approchable. Elle est, mais imaginée, concevable par déport de la pensée. Et là encore, je pense que vous êtes maintenant en mesure de comprendre chacun de ces mots. La relation n'est pas une fixité close, elle est ouverte au devenir. 188. Et de mon 229. Bon, je vous entends mal, donc je répète. Donnez-nous les pages dans votre livre. Oui, oui, page 229 de mon livre. D'accord, merci. Question? Monsieur, est-ce que vous pouvez reprendre la dernière phrase qui dit que la relation n'existe pas? Est-ce que vous pouvez reprendre Oui, je vais la répéter. C'était la relation ne peut pas être prouvée, c'est ça? Oui, donc, d'accord. Ça ne peut pas être prouvé, Je répète lentement. De toute façon, je suis suisse, je parle lentement. La relation ne peut pas être prouvée parce que sa totalité n'est pas approchable. Donc vous voyez les thèmes qui se construisent peu à peu à partir de ce que je vous ai dit. Parce que sa totalité n'est pas approchable, mais imaginée, concevable par déport de la pensée, c'est-à-dire qu'il faut la projeter en avant. C'est une totalité. En fait, c'est là où l'oxymore de la totalité non totalitaire s'éclaire une fois de plus. Vous pouvez mettre le tout, n'est-ce pas, dans la liste première. Là. Le tout, ça n'est pas fixe. Le tout est toujours incomplet. Il est toujours fracturé par l'ouverture qu'il fait sur l'imprédictible ou l'imprévisible d'un futur, en devenir. D'accord ? Tout ça est pensé minutieusement. Nouvelle explication sur les éléments premiers. Donc, les éléments premiers, c'est aussi ce que les Grecs appelaient les stoichéa, les atomes. Il n'y a pas d'atome dans la relation. L'atome, ça serait le principe premier de la physique moderne. Je cite, c'est toujours à la page 229 de mon livre, Poétique de la relation, page 186. La relation, nous l'avons souligné, ne joue pas sur les éléments premiers, séparables ou réductibles. Auquel cas, elle se fut ramenée à une mécanique susceptible d'être démontée ou reproduite. Donc, ça n'est pas une mécanique, ça n'est pas une méthode d'instruction, ça n'est pas une méthode de pensée, c'est une pratique vivante qui refuse de se codifier ou de se figer dans une description de son fonctionnement, n'est-ce pas? Et qui refuse même chez Glissant de se figer ou de se fixer dans des exemples précis. On peut ajouter à ceci, c'est que quand vous donnez un exemple, vous prenez un détail et vous le mettez en lumière. Ça se fait bien sûr tout le temps, mais par là vous séparez ce détail de toutes les relations qu'il a avec les autres détails. D'où le refus de donner des exemples. Bon, on peut appliquer ceci à l'œuvre de Glissant parce que là les détails affleurent, n'est-ce pas ? Sur les paysages, sur la Martinique, sur les rochers, sur le rocher du diamant, tous ces détails sont là, tous ces étangs sont bien là. Et j'ajouterai à ceci, comme autre exemple de la pratique de la relation,
parfait, à mon sens, c'est l'anthologie du tout monde, la terre, le feu, l'eau et les vents, où on prend, sans se préoccuper trop de l'ordre chronologique ou des langues ou des nations, des choses qui sont juxtaposées, des citations qui viennent des philosophes, qui viennent des poètes, qui viennent des romanciers, etc., de tous les temps et de toutes les époques, et on les rassemble en volume. Et ce que compte, ce qu'escomptait Édouard pour ce texte qui est vraiment très beau. Puis il a aussi une introduction que je vous invite à lire, elle est très 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 belle et très importante. C'est que justement, par l'entrechoc de ces fragments, surgissent des relations où tout à coup Héraclite dialogue avec Gérard de Nerval, etc. On peut arriver, oui. Selon des citations dites, la relation ne joue pas sur les principes premiers, c'est ça? Vous voulez que je répète? La décitation. Oui. Donc ça, c'est glissant. Hein? La relation je répète. La relation, nous l'avons souligné, ne joue pas sur les éléments premiers. Si la relation ne joue pas sur les éléments premiers, il reconnaît qu'il y a des éléments premiers. Oui, oui, donc, bien sûr. Donc, il dit aussi que la relation n'a pas de principe premier. Voilà. Il le reconnaît, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce qui est très intéressant et ce qui rend sa pensée extrêmement féconde, c'est qu'il reconnaît tout, n'est-ce pas? Et j'ai titré un des chapitres, voilà. Et là, c'est fécond. Et là, ça a des conséquences sur le plan politique, sur le plan existentiel, et dans tous les domaines. J'ai extrait une phrase, je pense que c'était de l'intention poétique. Je ne récuse pas. Je ne récuse pas. Rien n'est récusé. Tout l'héritage, toute l'histoire, toute l'archéologie, toute la poésie du monde entier, et aussi tous les moments de l'horreur et du négatif, je ne les récuse point. J'établis corrélation. Donc, corrélation, évidemment, est en écho à relation. La relation ensemble. N'est-ce pas? Donc c'est toute son attitude. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire, mais lisez Mémoire des esclavages. Ce livre que j'ai abordé avec des pincettes, d'abord parce qu'il était préfacé par Villepin. Bon, alors ça s'est bien passé parce qu'en fait, Villepin ne dit rien en utilisant des mots, et après on passe au message byzantin. Et vous voyez la différence abyssale qu'il y a entre sa prise dans le discours de la traite et de ses conséquences et de ce qu'il faut en faire par rapport au discours qu'on entend sans cesse, n'est-ce pas? Et où il dit d'abord, vous n'êtes pas des maîtres, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes descendants des maîtres et descendants des esclaves. C'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas? Ça n'est plus le couple originel de Hegel. Alors, ça aussi, on peut développer en disant, mais Hegel s'est trompé, c'est la fin de l'histoire. Non, il y a des descendants à qui Glissant demande de s'engager en relation, c'est-à-dire en dialectique et en dialogue, n'est-ce pas? Mais, donc, cette attitude, n'est-ce pas, je pense que c'est une pensée profondément révolutionnaire, mais pas sur un plan idéologique, puisque, au fond, elle ne récuse rien, elle assume le tout du monde et le tout du passé du monde pour le mettre en relation avec notre présent et le futur. Donc, comme je l'ai dit, et je le répète parce que c'est tellement important, n'est-ce pas, d'éviter, quand on lit Glissant, de dire « Ah oui, c'est subversif, c'est révolutionnaire, il n'y avait rien
avant comme ça, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de discours critiques qui disent ceci, c'est tout inaugural. Bon, dans un certain sens, c'est juste, personne n'a jamais pensé comme ça. C'est inaugural, mais il y a aussi tout plein de relations qui se tissent avec, par exemple, le passé de la philosophie, ou le passé de l'histoire, ou le passé de la Martinique, etc. Question ? Bon. Alors, donc, peut-être un dernier, mais c'est évidemment pas le dernier, ça ne clôt pas une liste possible qui pourrait s'étendre. 1.6. La relation n'est pas profondeur, mais étendue. Vous verrez d'ailleurs ce mot étendu, je pense en sous-titre de philosophie de la relation poétique en étendue, où les genres se mélangent, où la souplesse de la plume d'Édouard Glissant peut convoquer et rassembler des savoirs qui semblent être établis dans des sphères tout à fait différentes. Oui. Pourquoi relation ne peut pas être les deux à la fois, profondeur et étendue? Alors, parce qu'il n'y a pas de racine. Oui, c'est une très bonne question, n'est-ce pas? Parce que si elle englobe tout, elle englobe aussi la profondeur. Donc là, il y a l'ombre peut-être d'une contradiction chez Édouard Glissant. C'est très, très pointu et très pertinent, votre question. Je vais essayer d'y répondre. J'y ai répondu dans mon livre de la manière suivante, parce que c'était quelque chose sur quoi j'avais aussi buté. C'est qu'il y a des surfaces superposées, n'est-ce pas? Pour finir, ça donne une profondeur, c'est vrai. Mais c'est la même chose quand il dit, je pense en avoir parlé, quand il dit « il n'y a plus que de l'étang ». Et puis, dans la philosophie de la relation, le dernier grand texte, n'est-ce pas, il est clair qu'il réfléchit, mais là j'ai fait une exclusion. Il n'y a plus que de l'étang, il n'y a plus d'être. J'ai fait une exclusion. Or, la pensée de Glissant, si elle est totale, si elle est tout monde, c'est bien quelque chose qui est sans exclusive, n'est-ce pas? C'est là dans la définition de la relation, sans exception aucune. Si on dit sans exception aucune, il y a aussi l'être et la profondeur, pour répondre à votre question. C'est comme ça qu'il faut penser. Et il dit dans la philosophie de la relation, l'être est l'étant enfin réconcilié. Donc, il a prolongé la réflexion dans le sens relationnel, n'est-ce pas? Et je répondrai à votre question de la même manière. La profondeur et la surface enfin réconciliées, n'est-ce pas? Sans qu'il y ait hiérarchie. Ça aussi, très important, n'est-ce pas? Parce qu'on va penser profondeur, le penseur profond, ça c'est le principe premier, et puis il y a ce qu'il réalise. Mais si on pense relation, on pense en étendue avec profondeur et surface en relation d'égalité et de composition possible comme l'être et l'étant. D'accord? Moi, je trouve votre question excellente. Parce que là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui prouve d'ailleurs que c'est un penseur qui vit, n'est-ce pas? Puisque
sans se repentir ou sans se démentir, il ajoute et ça corrige ce qui était passé. Alors, ceci, cet énoncé, c'est évidemment pour critiquer la profondeur en tant qu'elle est rattachée à toutes sortes de concepts que Glissant veut dépasser. C'est l'être qui est toujours caché dans la profondeur. C'est l'être et c'est l'identité racine, un peu obscure, qu'on cherche à découvrir dans le mouvement heideggerien de aletheia, de découvrement. C'est le vrai qui se cache dans les oripeaux de la rhétorique, ou qui apparaît à partir de la surface de la rhétorique. Et c'est là que, au fond, la figure du rhizome apparaît, qu'il a emprunté, je pense, ça c'est clair, mais il y a déjà des éléments du rhizome qui sont avant le rhizome de Deleuze et Guattari dans Mille plateaux. Le rhizome, c'est quoi? C'est un réseau où tous les points communiquent avec tous les points. Non seulement, alors, quand vous voyez le mot étendu, il faut aussi l'enrichir chez Glissant non seulement d'un sens spatial, mais dans un sens temporel. Je rappelle encore une fois la vision prophétique du passé, n'est-ce pas? Alors, question. Oui. On peut très bien faire ce jeu. Ouais. Ouais. C'est tout à fait glissantien. Oui, tout à fait. Vous avez bien compris. Donc, la relation, c'est un rapport des surfaces en étendue, non des profondeurs et des verticalités, qui sont toujours chez Glissant soupçonnés d'imposer des transcendances. L'immanence n'est pas supposée supporter la transcendance, mais là encore, on pourra dire au terme de la relation, pourquoi ne pas penser les deux en même temps? Alors je vous cite, c'est à la page 237 de mon livre, un passage de Poétique de la relation, page 74, contre cette transparence réductrice, entre guillemets, de la vérité générale de l'homme. Une force d'opacité est à l'œuvre, non plus celle qui enveloppait et réactivait le mystère de la filiation, mais une autre, ménageant les succulences menacées qui rejoignent sans conjoindre, c'est-à-dire sans se fondre, dans l'étendue de la relation. Donc, étendue non seulement spatiale, mais aussi temporelle. Alors, vous voyez déjà comment vous pouvez remplir la catégorie de quantité réalisée. Il faut la corriger dans le sens où elle est aussi à réaliser avec un futur. Je cite encore Poétique de la relation, page 238 de mon livre, l'étendue se trame, bon et variance dans une autre poétique, transversalité, infini quantifiable, quantité qu'on ne réalise, emmêlement qu'on épuise, négativement, pas qu'on ne peut pas épuiser. L'étendue n'est pas que d'espace, elle est aussi son propre temps rêvé. Ici intervient la dimension de l'imaginaire, la dimension du rêve, la dimension de l'utopie ouverte sur le futur. Alors,
je veux vous montrer, n'est-ce pas, peut-être... Ah oui, j'ai encore des choses à dire, en fait. Bon, juste la distance d'avec Deleuze et Guattari. Parce que Deleuze et Guattari, bon, Deleuze, philosophe très très sérieux et très très fort, très puissant, mais à un moment donné, il sort de la philosophie, à l'instar un peu de Glissant, on peut se demander si c'est dire, bon, il faut faire autre chose. Et puis il dit, la fonction du philosophe, c'est fabriquer des concepts. Bon, d'accord. Mais, et puis, évidemment, de bonne tradition française, tout à coup, on proclame la révolution de la pensée, tout a changé, maintenant, les lendemains qui chantent arrivent et on va chanter. Mais regardez la distance que Glissant prend par rapport à cette attitude de subversion qui, en fait, très souvent, ne mène pas à grand-chose, n'est-ce pas, qui est purement de l'ordre de la profération, du verbe, et qui pratiquement a beaucoup de peine à se traduire en actes. On ne saurait, dit-il, page 239 de mon ouvrage, on ne saurait inférer du rhizome une fonction de subversion. Quel regard fin et distant sur ces choses subtiles. C'était extraordinaire. Une capacité de la pensée rhizomatique à bouleverser l'ordre du monde, car on en reviendrait alors à la prétention d'idéologie que cette pensée est supposée contester. Très gentiment, critique des deux amis qui, précisément, disent « on va tout changer », n'est-ce pas ? Le véritable changement, c'est celui que Glissant importe, vous voyez. C'est celui qui, tout à coup, vous fait voir le monde d'une manière différente. Vous n'avez pas pris un fusil et tué le maire de Fort-de-France. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas allé manifester avec au montrant du poing. Ça, là, vous êtes dans l'idéologie, qui fait partie de tout le monde d'ailleurs, hein, il faut bien le dire. Mais vous arrivez à penser les choses d'une manière complètement différente et à voir le monde d'une manière complètement différente. Ça, c'est une véritable révolution. Même si parfois elle est silencieuse et qu'elle n'est pas verbalisée. Est-ce qu'il ne faut pas aussi à un moment essayer de changer le monde au lieu de rester sous l'idéologie? Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment changer le monde comme avec les armes? Oui, mais écoutez, pensez un peu à la révolution que produirait, disons, une pratique vivante de la relation entre tous les êtres humains et tout l'environnement de l'être humain, n'est-ce pas? Ça serait une véritable révolution, n'est-ce pas? Où chacun respecte un principe de relation et respecte aussi l'autre, n'est-ce pas? Bon, il y a cette notion d'opacité qui vient dans le texte. Je réclame pour tous le droit à l'opacité. Ça veut dire je n'entends pas réduire l'autre à la transparence du moi et à la transparence idéale de ma compréhension de l'autre, n'est-ce pas? Donc chacun d'entre nous porte son opacité. Mais imaginez un monde, on peut imaginer ceci par petite unité de détail, mais imaginez un monde de relations, n'est-ce pas? Qui est au fond l'utopie même, la dimension utopique de la pensée d'Édouard Glissant. Ça changerait énormément de choses, vous êtes d'accord? Ça serait véritablement une révolution. Est-ce qu'il n'y a pas d'utopie derrière ce... Pardon? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'utopie derrière cette pensée? Oui. Il l'a reconnu. Oui, mais c'est une pensée fondamentalement utopique puisqu'elle s'efforce vers un devenir futur. Je ne sais pas si vous étiez là, je pense que j'ai dit ça le premier jour. Attention, c'est une utopie, mais elle diffère des autres, dans le sens où elle ne pose pas une finalité. Et quand on commence à poser des finalités, ça produit toujours des catastrophes, parce qu'on taille les œufs, on casse les œufs pour faire la bonne omelette. Mais avec ce genre de discours, on aboutit à la fabrique d'un homme inutile.
Dans l'utopie glissantienne ou en général? De manière générale, Oh. on a poussé la Mais est-ce qu'on a un c'est pas il n'impacte pas la société dans laquelle il vit. Mais c'est la pourquoi Ah, c'est sûr, mais ça, c'est pas du tout le cas de la pensée glissantienne, n'est-ce pas? Mais c'est un peu ce qui nous arrive en ce moment à tous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Un petit mot. Il me semble que lorsqu'on regarde le parcours d'Édouard Glissant, on se rend compte qu'il a d'abord tenté, on va dire, la subversion idéologique. Il a d'abord eu cette idée-là de l'homme dans le monde, de l'homme en action. Engagé. Finalement, de l'homme engagé. Et après, il est passé à quelque chose de beaucoup plus englobant, pour reprendre les termes, en se disant que la véritable révolution, elle est peut-être d'une autre forme. Si on veut obtenir quelque chose de beaucoup plus concret, il y a envie toutes les hiérarchisations. Donc je pense au contraire qu'il est bien au cœur du monde, dans le tout monde, et il a tourné le problème autrement. Voilà. J'en suis persuadé, disons, on pourrait formuler ceci, ça n'est pas, ce qu'il propose, ça n'est pas une politique de la poésie, mais une poétique de la politique, qui en est souvent, comme vous le savez, infiniment privée. Manifeste pour les produits de première nécessité, il ajoute à la liste chamoiseau, à part le panier de la ménagère, la première nécessité, c'est celle de la poésie. C'est juste et c'est beau. Et c'est vrai, n'est-ce pas? C'est comme cette citation de poésie dans ce monde bordel. Qu'est-ce qui avait dit ça? C'était un écrivain français. Je ne sais plus si c'était pas Jean d'Ormezon qui avait pas dit ça. Qu'a-t-il dit? Il y a un peu de poésie dans ce monde bordel. Oui, oui. Voilà, C'est exactement ce que je crois que c'est Jean d'Ormezon. Glissant. J'ai d'autres questions là. En fait, c'est juste. Plus fort, je pense qu'on revient en fait sur au moment où Édouard Glissant prend une distance avec Deleuze et Guattari quand il parle de la pensée résonnative. J'ai pas très bien compris. Alors, il faut... Bon, là... Où est-ce que c'était, ça? Page 239 de mon livre. Ça, c'est dans Poétique de la relation. Donc, ça date de 1990. Et puis, le rhizome, c'est 1000 plateaux, 1980. Voilà, 10 ans après le rhizome. Mais à mon sens, on voit très très nettement par rapport... Il n'est pas inféodé à personne, mais il n'est pas inféodé à Deleuze et à Guattari. C'est pour ça que quand on dit les influences, il faut quand même procéder avec quelques précautions, n'est-ce pas? Parce qu'il y a... Ce qui frappe chez Édouard Glissant et toujours, c'est pour ça que je l'aime infiniment, c'est l'esprit de liberté qui souffle dans chaque page qu'il écrit. N'est-ce pas? Cette espèce d'esprit qui n'entend pas se laisser enfermer par aucune détermination. Bon, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et vous vouliez intervenir aussi? Non. Bon. Ah oui. Vous avez exprimé à un moment donné que vous avez dit que la vision de l'émergence ex-nihilo. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, bon, ok. Ça, c'est simple. La création glissantienne n'est pas celle de Dieu ex nihilo. Il n'y avait rien avant et tout à coup, j'ai créé le monde. Voilà, c'est simple, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle est à la fois, elle dépasse beaucoup de choses, mais ces choses sont reprises en compte, elles sont observées et brusquées avec minutie et avec profondeur. Voilà. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a aussi que Glissant parlait aussi à, je pense, énormément nous avons subi l'esclavage, Ouais. on a parlé du migrant nu. Oui. Et est-ce que vous avez pu discuter de la trace de ce mouvement qui voilà, parce que c'est appuyé sur le village. La trace. On Ouais. fait comme l'être n'est plus, Ouais. pour lui, c'est les temps. Ouais. Et pour pouvoir remplacer, pour retrouver les traces de l'esclavage, Ouais. pour comprendre un peu ce qui s'est passé pour créer, il a ici appuyé, on fait sur le paysage. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que le paysage, on peut dire que effectivement il y a quelque chose qui s'est passé. Non, bien sûr, bien sûr. La trace, c'est quoi? C'est
cette piste que l'animal fait pour aller manger ou pour aller chasser, c'est que l'homme suit ensuite pour en faire un chemin, et c'est une direction qui est indiquée, ou un passé qui a laissé un détail derrière, n'est-ce pas, c'est la même chose, et qu'il faut suivre pour comprendre les choses, et aussi qu'il faut laisser errer, là c'est la pensée de l'errance, pour ne pas limiter les directions dans lesquelles on peut aller cheminer. Voilà. Maintenant, je voulais encore vous dire deux ou trois choses. Je m'excuse. Je suis intarissable. Mais Glissant est beaucoup plus que moi, donc j'ai des excuses. C'était 7, je pense. C'est ça. La relation n'est pas un bon devenir. Ça, j'adore. Page 240 de mon livre. Donc, dans Reprise des entretiens de Bâton Rouge, page 94. La relation est une poétique de l'inextricable, non un bon devenir. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On peut tirer de ceci que par rapport à toute éthique antérieure, à part celle de Lacan, mais je ne vais pas développer ça, ça serait trop long, toute éthique antérieure, Glissant prend ses distances. Vous lisez l'éthique d'Aristote à Nicomaque, vous lisez tous les philosophes. Qu'est-ce qui est au fond de la réflexion éthique, et même aussi tous les penseurs des Lumières? C'est le bien commun. L'éthique est là pour se diriger vers, et c'est nécessaire bien sûr, pour se diriger vers un aménagement des relations humaines de telle sorte que nous ne nous entre-dévorions pas et que nous puissions vivre dans une société à peu près vivable. Et, disons, à ce moment-là, l'individu et ses pulsions doivent faire des concessions au bien de la communauté. C'est un trait général de toutes les éthiques. Donc, on peut les dire aussi humaniste. Et Glissant a dit précisément, la relation n'est pas un humanisme. Elle ne vise pas au bien commun de l'humanité. Je vais vous donner les citations tout à l'heure. Mais vous voyez pourquoi, disons d'une certaine manière, je ne suis pas glissantien, dans le sens où les glissantiens, souvent, sont persuadés contre Glissant lui-même qu'il faut œuvrer pour le bien de l'humanité, n'est-ce pas? Or, bon, c'est bien de faire le bien, bien sûr. Mais pour Glissant, là n'est pas le problème. Je vais un axiome qui est tout à fait en relation avec ceci. La relation n'a pas de morale. L'intervieweur qui lui fait sortir cela en est resté médusé et il a continué à ne rien comprendre à la pensée de Glissant. Ça l'a tellement choqué, ébranlé. Et comment Glissant lui-même a expliqué cette phrase? Alors, attendez. Et comment il a justifié? Ah, voilà. Justement, c'est ce que l'intervieweur lui dit. Mais quoi? Comment? Je croyais qu'on était dans le bien. On était dans le bien de l'humanité. Et puis vous dites, il n'y a pas de morale. Oh non, ça c'est un peu fort. Je cite, donc ça c'est à la page 240 de mon livre.
le bien, c'est au fond pas la finalité de la relation. Je cite, Philosophie de la relation, page 73. Il se réalise alors que la relation n'a pas de morale. Elle crée des poétiques et elle engendre des magnétismes entre les différents, en dehors de la moralité. Il dit la même chose d'ailleurs de la créolisation. Vous croyez, mais bon, c'est bien de le croire aussi, il faut être positif. Vous croyez que la création, c'était on se donne la main et on s'aime, etc. C'est pas ça pour Glissant. Mais ça c'est même page, c'est dans l'imaginaire des langues. Mais la créolisation n'a pas de morale. Les créolisations ont toujours existé, mais n'ont pas de morale. Il ne s'agit pas pour les créolisations d'amener vers une humanité plus compatissante, plus policée, moins barbare. La créolisation n'est pas une panacée, ce n'est pas le moyen de résoudre les problèmes de politique et d'économie. Donc, encore une fois, avertissement, inutile de vouloir tenter de mettre la relation au service de fins idéologiques. Donc ça rompt avec la pensée de l'éthique philosophique, et je vais vous expliquer pourquoi il l'a dit. Vous avez dit page combien, Page de mon livre 240. Ben, vous savez, il y a quand même une carte de voyage pour le livre qui est meilleure que celle de Glissant. Parce que il y avait une question? Autre question? Bon. Alors voilà l'explication. Donc pas de finalité du bien, du beau et du vrai qui, pour finir chez Platon, se confondent, qui engagent toute la communauté pour régler tous les problèmes, les échanges, réduire les possibilités de conflit entre individus ou groupes. L'éthique glissantienne est une morale de la négativité et du concret des opacités, une éthique qui est une fois de plus profondément de nature hegelienne. Et c'est là où est la clé. Alors je cite dans le même interview, il faut dire qu'il dit les choses en toutes lettres et que l'intervieweur en reste bouche bée et note et ne comprend rien. Il faut dire que la relation n'a pas de morale, c'est-à-dire qu'elle ne se donne pas le bien pour but. La relation n'a pas de morale et elle peut passer par des crises, des violences. Alors il dit, c'est un peu hegelien de dire ça, mais il le faut peut-être de temps en temps. C'est très hegelien en fait. Comme il le disait pour la dispute. Mais voilà, c'est la même chose. Comme il le dit pour la dialectique. Si la dialectique est réelle, il y aura négativité, contestation, antithèse, et il y aura, très souvent d'ailleurs, violence. Sur ce plan, la relation ne juge pas, elle dit, ce processus, elle le prend en compte, il est pratiquement nécessaire, et pour finir, il débouche sur la synthèse. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est précis. C'est pas de dire, maintenant on peut faire n'importe quoi. Pas du tout, parce que ça, c'est pas le problème qu'il pose dans le giron de la relation. C'est de dire, attention, quand vous pensez la relation, il y aura toujours des moments de négativité, et ces moments seront souvent violents. Dans le tout-monde, je continue la lecture, dans le tout-monde, deux éléments cosmiques ont premièrement favorisé les colonisations, les découvertes des colonisateurs, et ont deuxièmement favorisé les migrations, c'est-à-dire la mise en contact et en relation. Et ces deux éléments sont deux éléments violents. Alors, je peux continuer parce qu'en fait, il s'en explique très très clairement. Il y revient souvent et c'est difficile de manquer l'explication pour la relation n'a pas de morale.
je cite, c'est dans la page 241 de mon livre, la relation n'a pas de morale. Autrement dit, que les conflits ne sont pas rejetés dans une politique ou poétique de la relation comme des faces négatives. La négativité, comme chez Hegel, elle est nécessaire. Bon, ça peut aller parfois trop loin, n'est-ce pas? Parce qu'on peut reprocher à Hegel de dire, dans le processus de l'avènement du savoir absolu, ou la Révolution française, pour lui, la terreur, das Schrecken, c'est absolument indispensable. On peut réfléchir là-dessus. Mais bon, les conflits, je recommence, les conflits ne sont pas rejetés dans une politique ou poétique de la relation comme des faces négatives. Chez Hegel, par exemple, oui, mais évidemment, c'est Hegel, c'est pas par exemple, c'est in principio, il y a la face négative. Ainsi, la relation, je commente ainsi, inclut violence et négativité. La relation comprend la violence, en marque la distance. Et il fait cette observation, c'est que la relation elle-même est un processus dialectique, c'est-à-dire qu'elle se détruit, elle se recompose sans cesse. Et c'est ça qui en fait une chose vivante et un processus dynamique. Il y a cette très belle citation, toujours sur la page 241 de mon livre, c'est dans Poétique de la relation, page 219. La relation détruite, donc, c'est pas fixe, ça peut passer par l'effacement et la destruction et l'oubli. À chaque instant et dans chaque circonstance, par cette particularité qui signifie nos opacités, par cette singularité redevient relation vécue. Donc, mort, la relation est un phénix, mort, vie, à chaque moment de son processus. Et regardez ce qu'il dit, sa mort en général, la mort de la relation, négativité absolue, est ce qui fait sa vie en partage. Bon, exemple, alors, contrairement à Édouard, je vais donner un exemple, c'est le peuple élu des Batutos qui apparaît dans Sartorius et qui dit, j'ai déjà cité cela, mais c'est une illustration parfaite de ce processus de négativité et de recréation. Les dieux ont explosé, nous les avons recomposés. Sans explosion ou sans négativité préalable, il ne peut pas y avoir de synthèse chez Hegel ou de totalité chez Glissant. On ne peut pas penser la totalité sans l'apocalypse qui l'a précédé. Et ça s'applique particulièrement au triangle de la traite, n'est-ce pas? Donc c'est pas un humanisme, la relation. Ça n'est pas non plus bon, ça, je trouve personnellement, vous pourrez me le reprocher que il y a un océan de trivialité qui circule sur ce thème. C'est pas l'ouverture à l'autre, n'est-ce pas? Il faut être ouvert à l'autre. D'ailleurs, les gens qui disent ça, ils ne savent pas très bien comment le faire. Et souvent, ils refusent à l'autre d'entrer dans leur propre appartement, pourvu que l'autre soit bien éloigné et ne salisse pas mon étage, n'est-ce pas? Parce que ouverture à l'autre, ça suppose... C'est d'ailleurs un motif que je trouve infiniment condescendant. C'est de nouveau la fixité de ce moi qui se dit « je suis bon et je suis donc ouvert à l'autre, je m'ouvre à l'autre ». C'est pas l'autre qui m'ouvre comme une boîte de conserve, jamais. C'est toujours moi qui décide de dire « oh, je t'accueille, je t'aime », mais non sans une certaine condescendance, n'est-ce pas?
dans la relation, ni le même ni l'autre n'ont de pureté ni de fixité. Ils sont toujours composites. Donc le sens de l'ouverture à l'autre prend un tout autre trajet. Encore une dernière chose à laquelle j'ai fait allusion plus tôt, ce serait le point 9. Que j'annoncerai ainsi, ça n'a pas été dit ainsi par Édouard Glissant. C'est que la relation est un pacte de réciprocité commutatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut l'écrire par R, il y a A et B, les A et B peuvent changer leur place. Le principe est qu'ils s'accordent l'un à l'autre la relation, n'est-ce pas? Et si le point B la refuse, ce qu'on voit très très souvent dans le monde contemporain, et pas toujours là où on pense qu'il est, eh bien la relation, c'est ça, c'est ce moment de la relation qui se détruit en général, n'est-ce pas, comme tel qu'il l'a évoqué avant. Mais c'est ça son optimisme fondamental, mais elle va ressurgir, elle va peut-être ressurgir ailleurs et sous une autre forme. Donc, si je dirais pour conclure, dès que l'autre vous nie, la relation se dissout, mais l'espoir qu'elle se recompose, n'est pas du tout obéré par cette négation. Donc, ça c'est pour répondre à un reproche qu'on a fait parfois à Glissant, c'est d'être angélique. C'est de dire, oui, mais vous rêvez à des choses que l'état présent de l'humanité dans son agressivité fondamentale ne permettent pas. C'est donc un rêve angélique. Ça attend le moment où tous les hommes seront, et les femmes seront bons. En fait, c'est faux, puisque vous voyez, je viens de vous le démontrer, que la relation, c'est un processus qui prend naissance dans la négativité. Donc ça n'est nullement un angélisme. Au contraire, la négativité est presque une pièce essentielle du processus et elle est toujours prise en compte. Je pense en avoir terminé, enfin entre guillemets, puisque c'est juste une ouverture. Et s'il y a encore des questions, nous allons conclure sur des questions. Oui. Alors, ma question va concerner la mondialisation, l'individualisation, l'uniformisation, pardon, la croissance. Alors, moi qui prends la décroissance, alors je voudrais savoir quelle est la relation de Glissant avec la mondialisation. Vous posez des questions embêtantes, vous voyez. Parce que ça, c'est un point que je n'ai pas repris parce qu'il m'aurait fallu du temps. Moi, je pense que, comme la plupart des intellectuels français et aussi en Amérique occidentaux et universitaires, ils n'y comprennent rien à la mondialisation. Ils n'y comprennent strictement rien. Et Glissant n'y comprend rien non plus. Dans le sens où, s'il y a eu un miracle dans l'histoire de l'humanité qui a été provoqué par la mondialisation, et je cite des faits, c'est pas un rêve, c'est qu'en 20 ans, depuis les années 1990 à 2010, 1 milliard d'habitants de la Terre ont échappé, grâce à la mondialisation, au seuil de la misère absolue, qui est 1,25 $ par jour. Donc vous êtes évidemment dans une sphère complètement différente. Mais pour ces gens qui sont réduits au plus bas de l'économie, qui survivent à peine, la mondialisation a été un moteur extraordinaire de croissance. Et quand on y pense, c'est surtout en Chine et en Asie, mais aussi en Afrique.
En Afrique, etc., on dit toujours oppression. Bon, l'argent est mal distribué. Mais l'Afrique connaît un taux de croissance que la vieille Europe aimerait bien avoir. Ça bondit par 8, 5, 10%, n'est-ce pas? Ce sera la Chine. Oui, bon, on va voir. Ce qui est prédit par les... Oui, on va voir. Mais, donc, ça, je pense qu'à la base, alors, quand je dis ça aux Glissantiens, ou par exemple même à Sylvie Glissant, elle dit « Ah, c'est vrai, ah tiens, j'y avais pas pensé ». J'ai les articles, ça s'est encore accéléré depuis 2010, ça s'est accéléré. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous vous direz, mais il n'y a pas beaucoup de poésie là-dedans. Mais je vous assure que quand on a $1,25 par jour et qu'on passe à 1,50, 1,75, etc., c'est la différence entre la vie et la mort, ça, n'est-ce pas? Donc, cet aspect positif de la mondialisation, il est complètement impensé par les philosophes en général, n'est-ce pas, qui ne veulent pas mettre la main à la pâte dans ces faits qui sont historiques. Alors ça, je pense que ça se traduit chez Glissant par des discours comme oui, les ravages du capitalisme déchaîné, etc., ce qui est une ancienne qu'on peut lire partout, même dans les journaux français, et dans tous les discours. Elle est contredite par les faits, n'est-ce pas? Si vous voulez des ravages de l'environnement, allez voir en Union soviétique, dans ce magnifique système qu'ils avaient, qui assèche la mer d'Aral, il faut le faire quand même, qui laisse des dépôts biochimiques complètement démentiels et très dangereux, etc. Donc, alors, j'avais dit en préface des entretiens de Bâton Rouge, parce que pour moi, la mondialisation est une chose globalement positive. Il y a beaucoup de défauts, c'est pas parfait, mais c'est vraiment... J'avais dit, au fond, la pensée du tout monde, ou la pensée d'Édouard Glissant, c'est la symbolique poétique de ce processus. Il n'a pas du tout aimé ça, n'est-ce pas? Donc il a écrit ma propre préface, il ne s'est pas gêné, il a corrigé mon manuscrit pour dire que non, c'était à côté, c'était tout autre chose. Mais je pense qu'on pourrait quand même faire une étude assez pointue sur, au fond, l'inconscient de la mondialité qui est la mondialisation, le non-pensé. Parce qu'il est évident que aussi cette pensée du tout monde, elle arrive précisément, c'est pour ça que je trouve que c'est génial, précisément où ce tout le monde, il est là. Vous avez l'Internet qui relie tous à tous, n'est-ce pas? Vous avez tous les savoirs du monde qui commencent à circuler entre eux, qui se créolisent, de par même la forme, d'ailleurs aussi critiquable, elle, que prend notre savoir à travers le monde numérique, n'est-ce pas? Et il y a des réflexions d'ailleurs d'Édouard sur l'Internet, etc. Mais c'est une coïncidence presque miraculeuse que, en même temps qu'il pense le tout monde est en train vraiment de se réaliser en partie, et non sans difficulté bien sûr, sous nos yeux par la planétarisation de la communication, n'est-ce pas? Qui est un des modus vivendi du tout monde, je pense. Oui. Est-ce qu'on va justement reprocher à la mondialisation d'homogénéiser ce qui se fait? Écoutez, mais oui, mais on dit ça toujours. Ce que vous dit la mondialisation, c'est elle vous donne des choix. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous pouvez aller au McDonald's, l'horrible compagnie américaine. Mais si vous n'avez pas envie de manger un Big Mac, vous allez à côté, il y a toujours le petit bistrot du coin où vous aurez vos œufs à la coque et votre verre de rouge, n'est-ce pas? C'est simplement c'est une ouverture des choix, n'est-ce pas? Alors, c'est aussi effectivement la mise en concurrence. Je sais que beaucoup... vous avez tout à... Ça n'est nullement une obligation.
Ne me dites pas que les gens sont si bêtes que quand ils sont dans le métro à Paris, qu'ils voient des publicités pour McDonald's, ils se disent « Ah, j'ai envie d'un McDonald's ». C'est insensé de penser comme ça. Ça veut dire qu'on méprise l'humanité. Les publicitaires peut-être la méprisent l'humanité, mais l'humanité ne se laisse pas manipuler aussi facilement. C'est la réalité des gens qui subissent la suggestion, justement. Comment? C'est la réalité des gens qui subissent la suggestion de ces panneaux publicitaires. Mais non, vous savez très bien. La preuve, c'est vous. La preuve, c'est vous. J'arriverai pas. J'aurais pu vous faire, au lieu de faire un séminaire sur glissant, j'aurais pu dire à McDonald's, donnez-moi 100 000 $, je vais faire semblant de faire un séminaire sur glissant, mais je vais matraquer McDonald's. Vous n'aurez jamais pris ça au sérieux. Vous voyez. Et bon, moi, ça m'est égal. Je passe devant la publicité. Bon, on est de toute façon, quoi que vous le pensiez, dans une société complètement saturée de biens matériels, n'est-ce pas? Et que tout ce qu'on veut vous vendre, c'est des choses en plus et dont vous n'avez pas essentiellement besoin pour vivre. Bon, il y a tout, d'ailleurs, je vous renvoie là-dessus à ce livre fondamental qui est le discours antillais et la consommation martiniquaise. Il y a des phrases complètement éclairantes qui ne s'appliquent pas seulement du tout à la Martinique, d'ailleurs, sur la consommation. Il y a une analyse d'une profondeur, là, très, 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 très pertinente pour aujourd'hui encore, pour le monde entier. Oui. Comment? Oh, allez à Sainte-Lucie, allez partout, vous faites 2 pas avec votre canot, et vous vous dites, ah, comme on est bien en Martinique. D'accord. Matériellement, que ce bien-être suscite des aliénations, ça, je ne vais pas vous le dire, c'est aussi à vous de voir. Je n'ai pas la prétention de faire des leçons. La relation avec la religion, avec la religion. La religion, c'est que nous connaissons les faits sur l'esclavage, etc. Ouais. Alors, je vais, c'est la fin, je vais répondre très brièvement sur 2 plans. Bon, vous savez que quand même, bien qu'il ne l'ait pas pratiqué par la suite, Glissant est né dans un cadre catholique. Dans ce cadre catholique, vous avez un appel à l'universel qui s'appelle la Pentecôte et qui est en écho chez Glissant, mais débarrassé de la transcendance divine ou chrétienne de Jésus-Christ, qui est la présence de toutes les langues du monde. Ça, c'est la Pentecôte. Hein? Donc là, il y a une espèce de terrain fondamental dont il se sépare, mais dont il garde une caractéristique essentielle. Une autre chose, c'est qu'il y a les mots de révélation, il y a les mots de sacré, surtout dans la philosophie de la relation. Donc il y a un sacré, il y a des révélations, et il y a aussi, je pense, chez lui, une foi fondamentale dans le bien fondé de proposer que le monde devienne en relation. On ne peut pas faire ça sans y croire. Une dernière question, mais qui est courte. Ouais. Si je me trompe, pourquoi il n'est pas étudié dans la catégorie, je ne vais pas l'enfermer dans une catégorie, il est un homme de lettres. Pourquoi il n'est pas étudié comme philosophe? Pourquoi il n'est pas dans la... Parce que je ne veux pas me mettre en avant, je suis le premier à l'avoir considéré en tant qu'un philosophe sérieux, n'est-ce pas? Oui, mais ça oui, mais soyons optimistes, ça prend du temps. Oui, c'est vrai. Ça prend du temps, mais ça... Ouais. Mais il faut... Alors là, vous voyez, je suis d'accord avec vous, mais là, il ne faut pas séparer les disciplines. Il faut faire les 2 choses en même temps. C'est dans son esprit, cette mixtion des genres, n'est-ce pas? Moi, j'ai mis l'accent là-dessus parce que j'ai vu que personne n'avait vu. En plus, je trouve que sa pensée, elle touche, je n'invente rien, vous l'avez peut-être dit, mais je dis différemment, elle touche absolument tout ce qui touche
touche à l'être et au monde. Je veux dire, quand vous avez parlé de la relation, je pensais à Freud, Lacan, je pensais à quel point les psychiatres pourraient puiser dans sa pensée pour pouvoir travailler sur la relation, qui est un sujet psychanalytique, la relation amoureuse, la relation amoureuse, il y a tout ça, quoi. Je veux dire, la relation au monde, les gens entre les uns aux autres, l'altérité. Je veux dire, il touche absolument à toute, c'est le mot cellule qui me vient, mais tout ce qui fait de façon matérielle, immatérielle, concrète, abstraite, cosmique et physique, ce que nous sommes, quoi. Je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y en avait pour des siècles. À chaque fois que je relis, je me dis, ah mais tiens, t'as pas dit ça, ah t'as manqué ça, etc. Il faudrait développer ça. Et en particulier, la relation à la psychanalyse, parce que la psychanalyse se centre sur l'être d'une certaine manière. C'est ça la psychanalyse, et elle pourrait faire beaucoup de choses.